Bonjour à tous. On va pouvoir commencer si vous êtes d'accord. Donc cette présentation sur le business plan et la manière de le présenter à votre banquier, donc c'est une durée de 45 minutes. Je vous propose qu'on fasse 30 minutes de présentation et éventuellement 15 minutes de questions-réponses si vous en avez. Alors moi je vais avoir deux questions à vous poser. Qui a déjà créé une activité, peu importe sous quelle forme, micro, entreprise? Personne? Et est-ce que certains ont déjà réalisé un business plan? Non plus? Bon, très bien. 100% de réussite. Alors, qu'est-ce qu'un business plan? Donc, c'est votre histoire, votre projet, votre feuille de route stratégique. En fait, c'est un document. Alors, souvent, c'est le titre de cette conférence, c'est sur la manière de le présenter à une banque. Mais ça va plus loin que ça. C'est une banque investisseur au sens large. Et puis, c'est aussi pour vous. La première chose à faire, c'est d'en faire un pour vous, même si vous n'avez pas besoin de financement, pour vous assurer que votre projet soit viable et que vous n'ayez rien oublié, et puis que vous puissiez valider l'ensemble des étapes pour savoir si vous vous lancez ou non. Donc vous allez reprendre votre feuille de route, vos objectifs, là où vous souhaitez arriver, la manière dont vous souhaitez y arriver. Donc globalement, c'est ça, un business plan, c'est voilà ce que j'ai envie de faire et comment je vais y arriver, avec quels moyens, quelles ressources. Donc c'est un outil de communication pour convaincre vos partenaires, mais comme je vous le disais, pour surtout vous convaincre vous de vous lancer dans le projet. Donc vous allez convaincre les experts, votre expert comptable éventuellement, les banques, les organismes de prêt d'honneur et tout autre investisseur qui souhaitera vous suivre dans ce projet. Ça peut être un associé par exemple. C'est un outil de gestion pour l'entrepreneur puisque vous allez faire ce prévisionnel, ce business plan. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir, une fois que vous serez lancé dans votre activité, suivre son évolution et pouvoir comparer où vous en êtes, donc le réaliser par rapport à ce que vous aviez prévu. Savoir si vous êtes en avance, en retard, et éventuellement pouvoir ajuster, voir quelles sont les raisons. Et ce que vous pouvez faire pour ajuster à la hausse. Bien souvent, si vous êtes en avance, ça ne va pas forcément être un souci pour vous, mais ça peut aussi créer d'autres problèmes. Et financier avec des projections financières, donc on va en parler également, puisqu'à l'intérieur de ce business plan, vous allez avoir le prévisionnel financier. Et le prévisionnel financier, c'est quoi? C'est simplement la traduction chiffrée de toute la partie textuelle que vous allez avoir. Donc vous allez travailler votre produit, vos fournisseurs, votre étude de marché, pardon. Et donc ce prévisionnel financier, ces projections financières, ça va être la traduction chiffrée de l'ensemble de ces hypothèses. Alors les objectifs, montrer la cohérence homme-projet, eh bien oui, puisque peu importe où vous allez vous présenter, où vous allez présenter ce prévisionnel, ce business plan, eh bien ça va être vous allez devoir vous vendre et démontrer que vous êtes la bonne personne pour ce projet, pour cette activité, que vous êtes en mesure de pouvoir aller jusqu'au bout et de pouvoir l'accomplir. Donc il faut que vous soyez capable de justifier de compétences, d'expertise ou d'une raison valable en corrélation avec votre projet pour qu'une personne... En fait, mettez-vous toujours dans la peau de l'autre interlocuteur, votre banquier, votre investisseur, et dites-vous, ok, si moi, demain, on me demande d'investir ou de mettre de l'argent dans un projet, qu'est-ce que j'attends de ce projet, de la personne qui va me le présenter? Il faut que j'ai confiance en lui, que je sens qu'il maîtrise son sujet, etc. Donc c'est intéressant pour vous de vous mettre de l'autre côté pour justement vous préparer aux éventuelles questions aussi que vous aurez. Analyse de l'environnement et du marché. Alors c'est ce qu'on appelle l'étude de marché globalement, donc analyse des concurrents, des prestations proposées, des prix pratiqués. Donc vous allez faire ce qu'on peut aussi appeler communément un benchmark, c'est-à-dire qu'une comparaison, si jamais le produit ou la prestation existe déjà, vous allez voir, est-ce qu'il y a des concurrents sur ce marché, est-ce qu'il y a d'autres types de produits identiques ou proches qui sont disponibles. Analyser donc cet environnement, le marché, est-ce que en fonction de ce que vous allez vouloir développer comme activité, la localisation où vous allez le faire est adéquate, est-ce qu'il y a un potentiel pour vous lancer sur ce type de projet. Donc ça va vraiment être l'étude complète de
votre capacité de vente. Et donc c'est à l'issue de cette analyse de l'environnement et du marché que vous pourrez éventuellement déterminer votre chiffre d'affaires prévisionnel. Donc planifiez votre croissance à court, moyen et long terme. Mais un prévisionnel, globalement, ça se fait sur 3 ans, sachant que, pour être tout à fait honnête avec vous, le prévisionnel, ça reste très subjectif. Alors c'est pas la boule de cristal de Madame Irma, mais parfois c'en est pas très loin, puisque vous allez prévoir le futur, et donc il peut se passer tout un tas de choses. Les personnes qui ont fait des prévisionnels dans la restauration et qui ont racheté un fonds 6 mois avant le Covid, certainement que dans leur étude de marché, ils n'avaient pas prévu que les années suivantes, ça allait être compliqué. Donc vous allez, ce qui est important de faire, c'est qu'à un instant T, vous soyez en mesure de pouvoir prévoir, en tout cas d'avoir des arguments suffisamment solides pour anticiper ce qui va se passer donc à court terme, donc ça va être dans l'année, où là vous pouvez décomposer votre prévisionnel, vous pouvez l'avoir, voilà, quand on dit court, moyen, long terme ça peut être avec 3 ans ou plus, mais au-delà de 3 ans c'est très, très compliqué et très utopique. Le court terme ça va être dans l'année, donc vous pouvez décomposer cette année en mois, en période, en vous disant, bien voilà, si je dois faire par exemple 100 000 euros ou 120 000 euros sur l'année, si j'ai une activité qui n'est pas saisonnière, ça veut dire que je dois faire 10 000 euros par mois. Ok, comment est-ce que j'arrive à réaliser ces 10 000 euros? Et donc à chaque fois, c'est d'essayer de décomposer avec la plus petite unité possible pour vous permettre, voilà, par exemple, ramener à la semaine, au nombre de jours, à l'unité, pour estimer voilà, la quantité de produits et de croissance que vous allez être en mesure de proposer. Et mesurer le risque, donc identification des risques potentiels et stratégiques associés pour les gérer. Mais en effet, pour toute activité, il y aura des risques et des limites, donc des risques externes potentiellement et des limites internes. Est-ce que j'ai toutes les compétences? Est-ce que j'ai toutes les ressources financières, ressources humaines ou autres pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet? Donc, comme je vous le disais, voilà, cohérence homme-projet. Pourquoi êtes-vous la bonne personne? Donc, mettez-vous dans la peau d'un investisseur qui vous poserait cette question et vous commencez à préparer votre pitch pour expliquer pourquoi c'est vous qui êtes la bonne personne et pas quelqu'un d'autre. Qui se joint à votre projet? Est-ce que vous allez être seul ou est-ce que vous allez avoir des collaborateurs, des associés? Est-ce que vous allez embaucher? Et du coup, directement dans le prévisionnel, dans le business plan, vous pouvez déjà, si vous avez déjà les collaborateurs qui se joignent à vous, qui sont présents, par exemple, je ne sais pas, vous montez un restaurant, une crêperie, et vous avez un super crêpier qui a fait une très bonne formation, eh bien si dès le départ il est intégré au projet, eh bien il faut l'intégrer sur ce business plan pour appuyer cette présentation. Qui vous êtes dans la concrétisation de votre projet, donc présenter les conseils extérieurs, c'est toujours bien lorsque vous avez éventuellement une équipe. Alors ça va dépendre du projet et de la taille de celui-ci. Si vous avez des investisseurs, experts comptables, avocats, notaires si besoin, s'il y a une partie immobilière ou autre. S'il y a des organismes également qui vous suivent, c'est-à-dire que pour aller voir des financements bancaires, s'il y a déjà des organismes qui sont prêts à vous suivre, ça va appuyer votre projet et ça va vous donner plus de poids. Expliquer votre motivation, raconter l'histoire de ce projet, comment vous en êtes venu là, c'est toujours bien, c'est-à-dire que la personne qui va vouloir vous suivre sur ce projet, investir, elle va investir dans le projet, mais elle va aussi investir en vous, donc il faut que vous ayez une histoire qui lui parle, et il faut vraiment que vous vous vendiez, vous également, au-delà du projet global. Donc l'activité et le marché, alors ce qu'il faut faire, en tout cas ce que je préconise, c'est que quand je vous disais tout à l'heure, la plus petite unité possible. Pourquoi? Parce que si demain vous présentez votre business plan, votre prévisionnel auprès d'une banque et que vous mettez première année 100 000 euros de chiffre d'affaires, deuxième 150 000, troisième 200 000, ok, la personne en face va vous dire très bien, comment vous l'avez déterminé? Si vous n'êtes pas capable de le justifier, ça va être compliqué et dès le départ, votre projet va être un petit peu bancal. Donc, il faut que vous soyez capable de pouvoir expliquer, comme je vous le disais tout à l'heure, oui, les 120 000 euros de chiffre d'affaires, ils s'expliquent par 10 000 euros par mois parce que je suis capable de, je sais pas moi, si c'est, qu'est-ce que ça peut être comme activité? Une activité de, je sais pas moi, on peut rester sur le restaurant. Si c'est une activité saisonnière, vous allez pouvoir dire, voilà, mon établissement, il a telle surface, donc je peux faire tant de couverts. Je fais X services, par exemple 2 services par repas, donc ça fait 2 le midi, 2 le soir, ça en fait 4.
j'estime que je peux avoir 80 ou 90% de taux de remplissage, et en fait vous allez dire sur la haute saison vous allez être à 90, 95, et puis sur les saisons plus un peu moins hautes, vous réduisez, et comme ça vous permet de justifier et de pouvoir vous aussi vous rassurer, parce que le jour où vous allez vous lancer, vous allez vous dire ok, moi cette période je devais être à 60% de taux de remplissage, je suis qu'à 40, ou à l'inverse je suis à 75, et donc ça vous permet ensuite de pouvoir réarbitrer. En fait le business plan et le prévisionnel, c'est quelque chose qui va bouger. Il va pas rester figé, et c'est important pour vous, c'est de vous dire que vous allez le faire évoluer au fur et à mesure de ce que vous allez constater une fois que vous serez lancé. Donc vous allez avoir votre prévisionnel initial, et puis au fur et à mesure, au bout de 6 mois, vous allez pouvoir le reprendre et vous dire ok, normalement au bout de 6 mois, je devais être arrivé là. Finalement où j'en suis, et donc potentiellement vous pouvez le retravailler. Et au final, ce qu'on appelle business plan, prévisionnel financier, ça deviendra un budget. Et je sais que nous, avec des clients, par exemple, on peut se revoir chaque année, en fin d'année, et repartir de l'actuel, donc ce qui a été réalisé, et redéfinir un nouveau budget pour l'année suivante, ce qui permet de pouvoir savoir où on va, quels moyens on met en œuvre pour y aller. Donc vos produits, à quels besoins répondent-ils, quels sont les prix envisagés, la marge attendue. Alors je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai vu qu'il y a eu une conférence sur définir son prix et sa marge, il me semble, un peu plus tôt dans la journée. Donc ça vous a peut-être aidé. Et ensuite, doivent permettre de valider que le projet est réaliste. Ce qui va être important, en fait, c'est là où vous allez quand même déterminer la chose la plus complexe de votre prévisionnel. Ça va être le chiffre d'affaires. Parce qu'après, les charges, vous pouvez vous baser sur un certain nombre de ratios qui existent en fonction de la profession et de l'activité. En revanche, le chiffre d'affaires, c'est vous qui allez réussir à le définir, et c'est la clé de voûte de tout votre projet. Alors, quelles sont les ressources nécessaires? Donc, moyens humains, techniques et les autres éléments. Alors, moyens humains, je vous le disais tout à l'heure, si vous montez un restaurant, en fonction de la taille, vous pouvez éventuellement être seul, mais c'est compliqué d'être en cuisine et au service. Donc, vous allez avoir besoin de personnes. Donc, quels sont les moyens humains? Comment vous faites pour recruter? Quels sont leurs profils? Est-ce que vous travaillez avec des saisonniers? Est-ce que c'est votre conjoint, par exemple, qui vous accompagne, ce qui permet de sécuriser aussi un petit peu, ou pas? Parce que des fois, ça peut créer de travailler en couple, mais c'est toutes ces choses qu'il va falloir mettre en avant. Les moyens techniques. Est-ce que lorsque vous allez présenter votre business plan, vous avez déjà le local, ou est-ce qu'il faut que vous le trouviez? Est-ce que vous avez besoin de matériel? En ce moment, ça peut être compliqué d'avoir certains matériels puisqu'il y a des délais de livraison qui sont assez longs. Donc, il faut anticiper toutes ces choses-là et essayer en fait de vraiment réfléchir sur votre projet. En fait, la réalisation de ce business plan, c'est vraiment la réflexion globale sur votre projet et sur tous les éléments de celui-ci. La présentation auprès de la banque, on va dire que c'est le plus, et ça aura peut-être besoin d'être un petit peu remis en forme, mais sur le fond, tout créateur a besoin de faire ce travail pour être sûr qu'il n'a pas de trou dans la raquette. Est-ce qu'il y a des brevets, des marques, des logiciels qui vont vous être nécessaires, par exemple, pour cette activité? Le montage juridique, donc quelle structure abrite le projet? Alors je ne sais pas si vous étiez là ce matin, j'ai fait le choix de sa structure juridique. Donc en fonction de votre situation, vous allez voir déjà si vous êtes seul ou à plusieurs associés, les formes juridiques ne seront pas les mêmes. Et ensuite, ce qui va dépendre entre SARL et SAS, ce sera principalement, mais pas exclusivement, mais principalement le statut social du dirigeant. Donc en fonction, vous verrez quelle forme juridique est la meilleure pour vous. Et donc justement, gérant la différence entre les deux, ce que je vous expliquais, donc travailleur non salarié pour les gérants de SARL, les gérants majoritaires, et président de SAS est assimilé salarié. Donc il y a des différences principalement sur les cotisations sociales qui sont plus importantes pour les présidents de SAS que pour les gérants de SARL. Alors on va revoir également revoir pour certains quelques notions financières. Donc compte de résultats et bilan, capacité d'autofinancement, BFR, plan de financement. Alors c'est important d'en avoir des notions et de savoir à quoi ça correspond, puisque si vous vous retrouvez devant un banquier, un investisseur, il faut que vous soyez en mesure de pouvoir justifier, au-delà des différents éléments ou des différents impacts de votre prévisionnel, mon compte de résultat, savoir qu'est-ce qui est important de savoir dans mon bilan, qu'est-ce que la capacité d'autofinancement, le BFR, le plan de financement, puisque ce sont des éléments avec lesquels vous allez discuter
auprès de du banquier. Et donc, il faut être en mesure de pouvoir comprendre ce qu'il en est et savoir si votre projet permet de répondre à ces attentes. Alors, la capacité d'autofinancement, donc là, il y a une définition ratio financier qui montre la capacité de l'entreprise à autofinancer son cycle d'exploitation et à générer de la richesse. Concrètement, c'est le cash généré par votre activité. Donc, est-ce que mon activité, elle brûle du cash, ou est-ce qu'à l'inverse, elle me permet d'avoir un excédent de trésorerie et du coup de pouvoir prospérer. Alors après, cette capacité d'autofinancement, elle peut être négative au début parce qu'il y a certaines activités qui ont besoin le temps de se mettre en route, de brûler davantage de trésorerie. Mais dans l'idée, c'est que à la fin, ou en tout cas en cours assez rapidement, vous soyez en mesure de dégager des excédents de trésorerie pour, toujours dans le cadre de ce financement bancaire, être en mesure de rembourser votre banque, puisque c'est la principale chose qu'ils vont regarder. Donc vous allez prendre toutes vos ventes encaissées et ensuite tous vos achats, tous vos coûts décaissés. Parce qu'il y a certains coûts qui ne sont pas décaissés dans vos activités. Je prends l'exemple on peut rester sur le restaurant d'ailleurs. Si le restaurant a beaucoup d'investissements sur de l'agencement, sur du matériel, eh bien, il va y avoir d'importantes dotations aux amortissements. Alors, je ne sais pas si c'est une notion qui vous parle. En quelques mots, l'amortissement, c'est quoi? C'est vous investissez. Et bien en fait, la valeur de cet investissement, il va être linéarisé sur une certaine période. Donc si on prend, je sais pas moi, du mobilier par exemple pour le restaurant, toujours, on va dire que vous allez l'utiliser pendant 5 ans, parce que vous devez le renouveler tous les 5 ans. Et bien en fait, la valeur initiale, eh bien 1/5 sera repris chaque année en moins de votre résultat. Donc ça vous donne une réduction fiscale et réduit la base d'imposition de l'impôt. Pourtant, c'est pas une charge décaissée puisque vous avez investi autant en zéro, et donc c'est simplement entre guillemets un cadeau fiscal qui vous est fait. Donc ça, c'est retraité de la capacité d'autofinancement puisqu'il n'y a pas d'effet sur votre trésorerie. Et je l'ai pas encore dit, mais la priorité, enfin vous dans vos activités, s'il y a bien une chose que vous devez retenir de cette heure ou du reste, c'est que c'est le cash en fait, c'est la trésorerie, c'est la chose la plus importante pour vous, c'est la gestion de votre trésorerie. Après tout le reste, vous avez beau faire 1 million de chiffre d'affaires, si au final vous êtes toujours à découvert ou si vous n'arrivez pas à avoir à créer suffisamment de cash, c'est pas la peine de poursuivre. Enfin, c'est peut-être un peu rude, mais c'est comme ça que je le vois en tout cas. Donc voici un compte de résultats où vous allez donc en première ligne le chiffre d'affaires, donc ce sont vos ventes. Alors donc ça c'est un agrégat qui est important pour vous et que vous allez devoir justifier auprès de vos investisseurs et donc déterminer comment vous l'avez établi. Et ensuite vous voyez en fonction des différents agrégats vous avez des taux. Et donc ces taux, on est capable, nous professionnels et vous, de les trouver également en fonction de la zone géographique, en fonction de l'activité. Vous êtes capable de déterminer quels sont les ratios de la profession, même en fonction du nombre d'effectifs, ce qui peut vous permettre de savoir en fonction de vos prévisions, est-ce que je suis dans le juste ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque. J'ai l'exemple d'un client qui est une boucherie, charcuterie, traiteur, qui, lorsqu'on a fait son prévisionnel, avait une marge qui était au-dessus de la moyenne et qui était surtout au-dessus de la marge que faisait la personne à qui il a racheté le fonds. Et donc, pareil, la question est assez vite arrivée de savoir comment on le justifie, puisque pourquoi est-ce que vous feriez une meilleure marge que la personne qui était là avant vous. Donc, l'histoire qui a été faite, et la réalité, c'est qu'en fait, l'ancien propriétaire faisait beaucoup de plats préparés et donc à ce titre avait des coûts d'achat plus élevés, alors que le nouveau mon client lui faisait beaucoup plus de choses par lui-même, ce qui lui permettait d'avoir des coûts d'achat plus faibles et donc d'avoir une meilleure marge. Donc c'est comme ça qu'il a pu expliquer, mais en fait voilà, c'est l'explication qu'on a eue qui était juste et qui s'est avérée exacte dans le temps. Mais il faut que vous soyez préparé et que vous soyez capable de justifier ce type de questions qui pourraient se produire. Donc la marge, ça va être le coût d'achat des marchandises ou des matières vendues. Donc vous avez fourniture, après vous avez tout ce qu'on appelle charges externes, donc services extérieurs, charges externes, ça va être les loyers, ça va être les honoraires, ça va être les assurances,
Internet, voilà, toutes ces charges autres qui ne rentrent pas dans le coût de revient. Après, dans votre marge, si vous pouvez le voir d'une manière suivante, c'est que ça va être, alors je schématise à l'extrême, mais pas trop. La marge, ça va être vos charges variables. En tout cas, vos achats effectués, ça va principalement être vos coûts variables. Et après, vos coûts fixes, ce sera plutôt vos charges externes. Puisque votre loyer, eh bien que vous consommiez une unité ou 100, vous allez payer le même prix. Alors que sur vos matières, eh bien, ça va s'ajuster en fonction de votre processus de production. Les impôts et taxes, donc principalement impôts locaux, salaire brut donc de vos salariés, les charges sociales patronales, puisque ça s'ajoute au salaire brut. La rémunération, donc là on est dans le cadre d'une SARL ou d'une EURL, puisque le dirigeant, donc cotisation TNS, sont pour un travailleur non salarié, donc la rémunération du dirigeant et ses cotisations, ce qui vous donne les charges de personnel. C'est aussi intéressant de voir est-ce que vous êtes dans le juste ou pas, ou est-ce que ce poste explose. Je reste dans l'exemple de la restauration par exemple. Eh bien ce poste augmente davantage parce que c'est de plus en plus difficile d'avoir du personnel qualifié, et donc ça prend une part de plus en plus importante dans le compte de résultat. Et donc ensuite, ce que je vous indiquais tout à l'heure, les dotations aux amortissements. Bon, là, vous avez d'autres charges. Donc ça vous donne votre résultat d'exploitation. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante, ou en tout cas la plus suivie. C'est combien votre activité génère de résultats. Ensuite, le résultat financier, bon, c'est principalement charges financières. Ça va être si vous avez des intérêts de découvert ou des intérêts d'emprunt, tout simplement. Donc ce qui vous donne votre résultat courant. Et il peut y avoir du résultat exceptionnel, mais je vais pas c'est pas un cours de compta, donc on va éviter de vous polluer l'esprit avec ça. L'impôt sur les sociétés, donc là on est dans une forme à l'impôt sur les sociétés, donc un taux réduit de 15% jusqu'à 42 500 euros de résultat, et au-delà vous êtes à 25%. Et donc au final, le résultat de l'exercice. Après vous avez ces ratios, ça vous permet de voir si vous êtes juste ou non. Donc vous, ce qui va être le plus important, c'est de regarder le chiffre d'affaires, la marge, les différents postes qui peuvent être significatifs dans votre activité, le résultat d'exploitation. Donc ce sont principalement ces agrégats qui vont être importants pour vous. Donc pour compléter ce que je vous disais tout à l'heure sur la capacité d'autofinancement, eh bien dans ce cadre-là, si on redescend l'ensemble des postes rapidement, mais on voit que tous ces postes en fait génèrent une entrée ou une sortie de trésorerie, à l'exception des dotations aux amortissements, comme je vous l'expliquais, puisque l'investissement a eu lieu précédemment, et c'est simplement une écriture comptable qui vous permet de bénéficier d'un avantage fiscal avec une réduction de votre base imposable. Donc vous prenez votre résultat de l'exercice, vous ajoutez les dotations qui ont auparavant été déduites, et ça va vous donner votre capacité d'autofinancement. Donc on voit à ce niveau-là, donc le résultat, on ajoute les dotations. Donc quel est le niveau de trésorerie que vous dégagez? Donc là on voit que vous dégagez une trésorerie positive. Après, est-ce que c'est suffisant pour rembourser les emprunts? Bien, on voit que là ça passe, mais ça va être juste. Et même si ça passe, votre partenaire bancaire, alors je ne veux pas faire de généralité, mais ça peut arriver que ce soit souvent ceinture et bretelles. Donc là, il va se dire ok, ça passe, mais c'est pas suffisant. Il vous faut une marge de sécurité. Et donc, peut-être retravailler les prévisions. Autre point important et très important que j'ai omis, notamment toujours sur cette partie chiffre d'affaires, il peut arriver, si vous le faites par vous-même ou si vous partez par un conseil, que vous disiez, moi j'estime que mon chiffre d'affaires, je peux faire 100 000 euros sur le premier exercice. Pour être prudent, eh bien, je vais simplement présenter auprès de la banque un chiffre d'affaires de 80 000 euros en me disant, je me prends une marge de sécurité. Alors, il s'avère que dans une autre vie, j'ai travaillé un peu en banque, et donc ils effectuent généralement ce qu'on peut appeler un stress test, c'est-à-dire qu'ils vont partir de votre prévisionnel, qu'il affiche 100 000 ou 80 000, ils vont faire le même exercice, et ils vont se dire, d'accord, si on prend 70%, est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Donc si dès le départ, vous commencez à réduire et à être ultra pessimiste, mais en plus de ça, vous passerez jamais en fait sur cet exercice, puisque vous allez être beaucoup trop pessimiste sur l'activité que vous allez pouvoir générer. Et donc au-delà de ça, si on se dit vous avez
un pépin, où ça prend moins au départ, etc. Et donc, que se passe-t-il si jamais vous n'êtes pas en mesure de réaliser le prévisionnel? Eh bien, ça ne passera pas. Donc, soyez vigilants là-dessus, soyez prudents, mais soyez pas trop non plus. L'important, c'est que vous soyez capable de le justifier, d'argumenter. Si on vous dit, bah, ok, comment vous êtes arrivé à ce chiffre-là? Eh bien, il faut que vous soyez capable de pouvoir le détailler de la manière la plus précise possible. Vous, ça vous permettra d'avoir une bonne vision et ça rassurera également le partenaire en face sur votre maîtrise des chiffres et sur votre maîtrise du business et de votre potentiel. Le besoin en fonds de roulement, ça va être important. Ça va dépendre de votre activité. Je reste, parce que c'est une activité facile à comprendre, mais je reste sur l'activité de restaurateur. Quand vous allez au restaurant, la plupart du temps, j'imagine, sauf si vous êtes un bon client, vous payez comptant. À l'inverse, le restaurateur, lui, il peut avoir des délais de règlement auprès de ses fournisseurs. Et donc, c'est intéressant dans ce type d'activité puisque vous avez ce qu'on appelle une ressource en fonds de roulement. C'est-à-dire que vous avez déjà encaissé les ventes avant d'avoir payé votre fournisseur. Donc éventuellement, si je sais pas, c'est une crêperie, vous avez peut-être vendu deux fois le jambon. Vous avez 2 commandes de jambon avant d'avoir payé la première, parce que vous avez des délais qui vous permettent de le faire. Et donc en fonction de l'activité, il y en a d'autres par contre pour lesquels vous allez, notamment au début, les fournisseurs vont pas vous faire confiance, et donc ils vont vous demander de payer comptant. Et à l'inverse, vos clients peuvent avoir des délais de règlement selon l'activité que vous réalisez. Donc ça revient à la chose importante que je vous indiquais, c'est le suivi de votre trésorerie, puisque ça, c'est un élément important. Le besoin en fonds de roulement, c'est un élément très important sur votre cash, en fait, tout simplement, puisque vous pourriez très bien, on l'a vu par le passé, des sociétés qui avaient une croissance exponentielle, donc qui avaient énormément de chiffre d'affaires, mais qui avaient un BFR très important, donc un besoin de trésorerie très important, et qui finalement ont mis la clé sous la porte parce qu'ils n'étaient pas en mesure de pouvoir avoir suffisamment de trésorerie pour payer leurs fournisseurs, et sachant que leurs clients payaient plus tard, ou que leur activité mettait plus de temps à générer cette trésorerie. Donc soyez vigilants sur ce point et prenez-le bien en compte dans vos hypothèses, en vous disant à combien de jours je paye mes fournisseurs, quel est mon niveau de stock aussi. Le niveau de stock, c'est important, ça rentre en compte, puisque le stock, c'est de la trésorerie que vous générez. C'est de la trésorerie parce que vous le payez, ou même si vous avez des délais, mais en tout cas, il n'est pas vendu, donc il coûte de l'argent, il faut le stocker. Éventuellement, il peut perdre de la valeur en fonction du type de stock que vous avez. Un restaurateur, s'il n'a pas vendu toute la nourriture au bout de certains jours, c'est perdu. Donc ça coûte, le stock. Le plan de financement, ça va être un élément également à présenter. Vous allez avoir d'un côté vos ressources, d'où proviennent les fonds. Donc apport personnel, de la famille, l'emprunt bancaire, des subventions, etc. Et où vont ces fonds en investissement pour justement financer le besoin en fonds de roulement du début d'activité. Avant que vous n'ayez vos premières rentrées, il faut peut-être déjà acheter des matières premières, acheter des matériaux. Donc ce plan de financement, il va permettre de voir, de faire la corrélation entre les fonds dont vous bénéficierez et comment vous les allouez. Donc là, voilà schématiquement un besoin en fonds de roulement. Donc on fait un plan de financement avec les différents exercices. On a le besoin initial en temps zéro avant que vous n'ayez commencé votre activité. Donc là, on voit que vous avez des immobilisations à financer. Voilà, il y a l'achat d'un fonds de commerce, il y a un véhicule à acheter. Et donc on est à 275 000. Et en face, il y a le capital. Donc c'est vous ce que vous allez mettre à la constitution de la société. Des apports en compte courant, donc c'est les fonds que les associés mettront en plus. Des emprunts bancaires. Donc là, on voit qu'on a un excédent de trésorerie au temps zéro. Et après, en fonction des différents exercices de l'année, vous allez voir ces besoins et le solde de trésorerie évoluer en fonction chaque année des ressources. Donc vous voyez ici votre capacité d'autofinancement, ça va être votre ressource de trésorerie et comment vous l'allouez. Ici on a des remboursements d'emprunts, on a du fonds de roulement. Et donc ça vous permet de suivre quels vont être vos besoins et quel est le montant que vous avez demandé. Vous pourriez avoir besoin de trésorerie en vous disant moi j'ai juste besoin des 272 000 au départ, mais en faisant ce travail, ça vous permet de dire il faut peut-être que je prenne un peu plus parce que si la saison est un peu dure ou autre, ça vous permet vous de vous protéger et de pouvoir dès le départ avoir suffisamment de trésorerie, d'être suffisamment serein pour lancer cette activité.
Bon, le bilan comptable, on peut regarder rapidement. C'est pas forcément le plus important pour vous. Ce qui va être important, c'est de regarder vos postes d'emprunt, quel est votre taux d'endettement, et puis après, voilà, vos niveaux de stock. Mais bon, là, c'est plus si déjà le reste, vous le maîtrisez, ça sera déjà une bonne chose. Et enfin, donc là, c'est plutôt sur le côté forme du business. Ça va être de répondre aux questions, voilà, qui fait le projet, qu'est-ce que vous faites, quoi, à qui sont vos clients, pourquoi vous le faites et comment vous y arrivez. Donc répondez à ces questions. Inspirez confiance, c'est ce que je vous indiquais, c'est vous allez vous vendre vous, ça va être votre projet, mais ça va surtout être le porteur du projet que vous allez vendre. Et montrer que vous avez la capacité de développer le projet, voilà, faut que vous soyez sûr de vous. Et donc, toutes ces notions financières, vous n'allez pas forcément dire, quand vous allez voir votre banque, très bien, je viens avec mon expert comptable, c'est lui qui va expliquer. On vous prépare avant, mais c'est quand même mieux. Alors, ça dépend de l'ampleur des projets, mais quand vous êtes sur de la création, clairement, il faut que ce soit vous qui vous présentiez. Et vous pouvez pas forcément avoir réponse à tout, puisque c'est pas votre cœur de métier, mais il faut que ça va rassurer de savoir que vous avez quand même, et que ça vous intéresse, cet aspect-là. Passionné mais rationnel, et ambitieux mais réaliste, c'est ce que je vous indiquais. Il faut que, au travers des chiffres, vous présentiez quelque chose qui soit ambitieux, mais surtout réaliste et justifiable, et que vous soyez capable d'expliquer et de justifier les hypothèses que vous avez retenues. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est technique, mais sur le premier compte de résultats simplifié que vous avez présenté, le remboursement de la dette, justement, il situe où ? Alors, c'est une bonne question. Le remboursement de la dette ne se situe pas dans le compte de résultats. En fait, dans le compte de résultats, vous allez simplement avoir l'impact des charges financières, donc des intérêts d'emprunt. Par contre, et c'est pour cette raison qu'on le présente dans cet autre document, qui est la capacité de l'autofinancement, qui lui va partir du résultat et va ensuite venir constater le remboursement des emprunts, puisque les emprunts en fait apparaissent dans le bilan. Les emprunts apparaissent ici, donc vous allez souscrire 100 000 euros, et puis en fonction des remboursements de capital, donc quand vous faites un remboursement d'emprunt, il y a une part de capital, une part d'intérêt, éventuellement une part d'assurance. Et donc quand vous venez rembourser, la part de capital initialement empruntée vient se réduire ici au fur et à mesure des années. Les intérêts passent dans le compte de résultat et les assurances également. Avez-vous d'autres questions ? Est-ce qu'une subvention pour aider au rachat d'un fonds de commerce, ça peut être amorti dans le compte de résultat ? Alors après, ça va dépendre. Vous allez avoir des subventions. Il y a plusieurs types de subventions. Il y a ce qu'on appelle des subventions d'exploitation. Par exemple, une subvention d'exploitation qui existe en ce moment, c'est lorsque vous embauchez une personne en apprentissage, vous avez une aide de l'État. Et donc cette aide de l'État, c'est vous allez en fait chaque mois vous faites le bulletin de salaire à votre salarié, et ensuite vous recevez donc une quote-part de cette aide chaque mois sous forme de virement. Donc là c'est une subvention d'exploitation qui tombe directement dans votre résultat comme un produit en fait qui rentre un peu plus haut, voilà, qui rentre. Alors c'est plus ou moins, c'est pas vraiment du chiffre d'affaires, mais qui rentre dans ces agrégats. Et ensuite, il y a les subventions d'investissement. Et donc là, les subventions d'investissement, elles, en effet, c'est un peu plus technique. Elles rentrent dans votre bilan. Et ensuite, en fonction de l'actif qu'elles viennent subventionner, donc si vous achetez du matériel que vous amortissez sur 5 ans, du coup, vous la reprenez, mais c'est purement comptable. L'aspect trésorerie, vous l'encaissez directement. Et ensuite, c'est une écriture comptable qu'on vient constater à chaque exercice. Dans le cadre d'un projet de reprise d'entreprise, il y a deux parties. Il y a le rachat de la boîte en tant que telle, mais il faut aussi présenter un business plan sur le business dans les années à venir.
Bah, en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire que si vous rachetez une société, eh bien, elle va avoir un coût. Et donc, il faut intégrer. Alors après, ça va dépendre du montage que vous faites. Si vous faites un montage avec une société holding, etc. Mais dans l'absolu, si vous prenez le cas d'un rachat, il va y avoir un prix d'achat. Et donc, ce prix d'achat, en fait, vous allez faire un prévisionnel qui intègre l'activité future. Donc, ce qui va être assez simple, entre guillemets, c'est que vous avez déjà de l'existant. Donc, vous allez être capable de dire, bah voilà, le réaliser. Un peu comme l'exemple que je vous indiquais sur le boucher. Lui, là, on est parti du réalisé. Combien faisait l'ancien propriétaire? Et ensuite, sur chacun des agrégats, on s'est dit, bah voilà, est-ce qu'on pense faire plus, moins? Par exemple, je sais pas, sur la masse salariale, on va faire moins parce qu'on aura besoin de moins de personnes. La marge, comme je vous disais, on sera meilleur pour ces raisons. Et ensuite, ce qu'on va intégrer également, c'est le remboursement de cet achat. Et donc là où on va voir si peut-être qu'auparavant l'activité ou la société que vous rachetez, le fonds, il avait une activité suffisante. Pour autant, le fait d'intégrer l'effet de ce rachat, ça peut poser souci. Ça a été, alors je fais un aparté, mais il y a eu pendant les années 2000 des grosses ce qu'on appelait les LBO, donc beaucoup de sociétés qui en rachetaient d'autres et qui payaient très cher pour racheter des sociétés. Sauf que pour permettre de payer les emprunts ou les investisseurs, il fallait remonter énormément de dividendes et énormément de résultats de la société acquise. Donc en fait, on l'asséchait et elle n'était plus en mesure de se développer, d'investir, et donc en fait, elle périclitait. Et donc c'est pour cette raison que dans votre prévisionnel, vous avez également intégré le coût de ce rachat. Une fois, deux fois. Sûr? Ok. Bah, merci à tous et puis bah, bon courage dans vos projets futurs.